Le Modiano nouveau est arrivé, cette fois aux éditions du Seuil. Dans une réalisation de Christine Bernard-Sugy, il s'entretient aujourd'hui avec Bruno de Sessol, qui a reçu Jean-Marie Leclésio il y a 15 jours, les deux auteurs les plus bavards de notre époque. Mais la comparaison n'est pas gratuite, car la sensibilité fragile de l'un se retrouve peut-être chez l'autre, ainsi qu'une nostalgie irrépressible d'une enfance marquée par les fautes des adultes. Le nouveau roman de Patrick Modiano, c'est Fleurs de ruines, aux éditions du Seuil donc. Aucun titre n'a été ni ne sera plus modianesque, et il est certain que ce n'est pas en changeant de couverture que l'auteur de La Place de l'Étoile, Villa Triste, Livret de famille, a perdu en route le long de la rue non pas des boutiques obscures, mais de l'université, ses obsessions, ses regrets, sa tendresse. Meurtri, il poursuit sa traque du passé, avec l'inévitable allusion à Drancy, au père et à la bande de la rue Lauriston. C'est le piéton de Paris à la recherche de ses fantômes. Au coin de la rue, n'est-ce pas là finalement que se trouve l'aventure ? J'avais le sentiment que les lieux étaient restés dans l'état où je les avais laissés au début des années 60 et qu'ils avaient été abandonnés à la même époque, voilà plus de 25 ans. Rue Gay-Lussac, cette rue silencieuse où l'on avait jadis arraché des pavés et dressé des barricades. La porte d'un hôtel était murée et la plupart des fenêtres n'avaient plus de vitres. Mais l'enseigne demeurait fixée au mur. Hôtel de l'avenir. Quel avenir ? J'ai débouché sur la place de l'Estrapade. J'ai cherché le numéro 26 de la rue des Fossés Saint-Jacques. Un immeuble moderne, là, devant moi. L'ancien immeuble avait sans doute été rasé une vingtaine d'années auparavant. 24 avril 1933. Deux jeunes époux se suicident pour des raisons mystérieuses. C'est une bien étrange histoire que celle qui s'est déroulée au cours de la nuit dernière dans l'immeuble du 26, rue des Fossés Saint-Jacques, proche du Panthéon, chez monsieur et madame T. Monsieur Urbain T, jeune ingénieur sorti premier de l'école de chimie, épousait il y a 3 ans mademoiselle Gisèle S, âgée de 26 ans, son aînée d'1 an. Madame T était une jolie blonde, grande et fine. Quant à son mari, il avait le type du beau garçon brun. Le couple s'était installé en juillet dernier au rez-de-chaussée du 26, rue des Fossés Saint-Jacques, dans un atelier transformé par eux en studio. Les jeunes époux étaient très unis. Aucun souci ne semblait ternir leur bonheur. Samedi soir, Urbain T décida de sortir en compagnie de sa femme pour dîner. Tous deux quittèrent leur domicile vers 19h. Il ne devait y rentrer que vers 2h du matin en compagnie de 2 couples de rencontres. Menant un tapage inusité, ils tinrent réveiller leurs voisins un peu habitués à de si bruyantes manifestations de la part de locataires ordinairement fort discrets. La fête eut sans doute des péripéties inattendues. Vers 4h du matin, les invités partirent. Au cours de la demi-heure qui s'écoula ensuite dans le silence, 2 coups sourds retentirent. À 9h, une voisine, sortant de chez elle, passa devant la porte d'été. Elle entendit des gémissements. Se rappelant tout à coup les détonations de la nuit, elle s'inquiéta et frappa la porte. Celle-ci s'ouvrit et Gisèle T parut. Du sang coulait doucement d'une blessure apparente sous le sein gauche. Elle murmura « Mon mari, mort !» Quelques instants après, arrivait monsieur Magnan, commissaire de police. Gisèle T gémissait, allongée sur un divan. Dans la pièce voisine, on découvrit le cadavre de son mari. Celui-ci tenait encore un revolver dans sa main crispée. Il s'était suicidé d'une balle en plein cœur. À ses côtés, une lettre griffonnée. « Ma femme s'est tuée. Nous étions ivres. Je me tue. Ne cherchez pas. »
Patrick Modiano, Fleur de ruine, votre nouveau roman commence par l'évocation d'un fait divers, un crime mystérieux, au sujet duquel votre narrateur va accumuler les indices et multiplier les recherches. En fait, cet aspect de roman policier, se dilue extrêmement rapidement et s'oriente vers d'autres pistes. Et tout se passe comme si ce crime mystérieux n'était que le prétexte à évoquer d'autres mystères, le mystère de certaines vies quotidiennes, et surtout le prétexte à reconstituer ce que j'appellerais des biographies imaginaires et des souvenirs plus ou moins factices. Est-ce que c'est bien ainsi que vous le ressentez et que vous travaillez votre oui, c'est tout à fait comme. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, ça part d'un fait divers, qui a vraiment eu lieu. Oui, et comme vous dites, ça se dilue. C'est-à-dire que c'est aussi parce que j'avais toujours eu la velléité de choisir, de ne pas, pour changer, pour ne plus écrire de roman, de prendre un fait divers et d'essayer de faire un livre sur un fait divers que j'aurais choisi, mais je me suis aperçu que c'était pas possible parce que ça bifurquait tout de suite vers l'imaginaire ou vers. Mais c'est aussi que paradoxalement pour écrire, pour que la rêverie puisse se développer, évidemment, j'ai toujours besoin de quelque chose de précis. Ce que Stendhal appelait les pilotis. Oui, les pilotis, de réel. Voilà. Et plus le pilotis, oui, est solide ou réel, plus évidemment la rêverie peut se développer. Mais et c'est pour ça qu'évidemment là, évidemment, ça part d'un fait divers réel, puis ça. C'est un fait divers que vous avez trouvé dans les annales judiciaires ou dans les journaux. Oui, parce que j'ai accumulé, parce que j'essayais toujours justement de choisir un fait divers sur lequel j'aurais pu faire un livre. Alors, j'ai exploré les faits divers des années 30 jusqu'aux années 70, et celui-là m'avait frappé parmi d'autres. Son côté mystérieux. Oui, son côté mystérieux. Et c'est pour ça que inconsciemment ça m'avait frappé. Alors j'ai démarré là-dessus, mais ça s'est perdu. Enfin, ça se perd dans les sables très très vite. Oui. Et c'est le prétexte à évoquer d'autres bribes de vie, d'autres personnages, d'autres anecdotes en fait. Oui, des bribes, qui c'est comme s'il amenait d'autres bribes oui, qui provoquait une rêverie qui se propage vers d'autres. C'est cela. Vers d'autres lieux, d'autres êtres, d'autres horizons et d'autres personnages. La neige qui se transforme en boue sur les trottoirs. Les grilles des thermes de Cluny devant lesquelles se dressaient des étalages de marchands à la sauvette, les arbres dénudés, toutes ces tonalités grises et noires dont je garde le souvenir, me font penser à Violette Nozière. Elle donnait ses rendez-vous dans un hôtel de la rue Victor Cousin, près de la Sorbonne, et au Palais du Café, boulevard Saint-Michel. Violette était une brune au teint pâle que les journaux de l'époque comparaient à une fleur vénéneuse et qu'ils appelaient la fille au poison. Elle liait connaissance au Palais du Café avec de faux étudiants aux vestons trop cintrés, aux lunettes d'écaille. Elle leur faisait croire qu'elle attendait un héritage et leur promettait monts et merveilles, des voyages, des Bugatti. Sans doute avait-elle croisé sur le boulevard le couple T, qui venait de s'installer dans le petit appartement de la rue des Fossés Saint-Jacques. Un peu plus bas que le Palais du Café, sur le trottoir opposé, une fille de 20 ans, Sylviane, disputait des parties de billard au premier étage du Cluny. Elle n'était pas brune et pâle comme Violette, mais auburn, et de ce teint que l'on pourrait appeler irlandais. Elle ne resterait pas longtemps dans la grisaille du quartier latin. Bientôt on la verrait faubourg Montmartre, au Fantasio et au billard du boulevard des Capucines. Puis elle fréquenterait le cercle Haussmann, rue de la Michaudière, où elle rencontrerait des protecteurs, les cadeaux, les bijoux, la vie facile, les manèges de Neuilly.
Au début de l'occupation, elle épouserait un soupirant sans fortune, mais qui portait un titre de marquis d'Empire. Elle ferait de longs séjours en zone libre sur la Côte d'Azur, et le président de la Société des bains de mer de Monaco compterait parmi ses admirateurs. Son retour en zone occupée, la rencontre d'un certain Eddie Pagnon dans de drôles de circonstances. Mais en ce printemps de 1933, elle habitait encore chez sa mère, à Chelles, en Seine-et-Marne. Et elle venait à Paris par le train de la ligne de Meaux, qui la déposait gare de l'Est. Selon un témoignage recueilli par les enquêteurs, l'une des 2 femmes qui entraînèrent le couple T au Péreux avait une chevelure auburn. Et elle ne paraissait pas plus de 20 ans. Elle habitait la banlieue Est. Mais s'appelait-elle Sylviane ? Comme dans vos autres romans, Patrick Modiano, vos personnages semblent n'être que des silhouettes, des ombres chinoises, un petit peu, que ce soit Pacheco, Duvels, Claude Bernard, Jacqueline. Ils sont tous aisément escamotables au point qu'on se demande, et là pour reprendre une phrase de vous, s'ils ont vraiment existé. Est-ce que l'important pour vous, ce ne serait pas, contrairement aux personnages, les lieux et les atmosphères qui permettent de cristalliser les souvenirs? Alors je cite certains des lieux qui sont très forts dans votre roman. Il y a la rive gauche, la montagne Sainte-Geneviève, le quartier de Montparnasse, le stade Charletti, le parc Montsouris, la cité universitaire, puis bien sûr le 16e arrondissement, et puis les banlieues de Paris qui vous sont chères. Est-ce que cela, on dirait que tous ces lieux vous inspirent une sorte de géographie à la fois sentimentale et fantastique qui évoquerait presque le Paris de Baudelaire ou de Granville? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, en fait, ce sont ces lieux qui m'inspirent la rêverie plutôt que des êtres, plutôt que des êtres humains. Oui, c'est à partir de ces lieux, à partir d'une rêverie sur ces lieux que des silhouettes. Voilà. On dirait qu'au commencement est le lieu, oui. Et le personnage se profile ensuite sur ce lieu même. Oui, parce qu'au fond, les lieux sont plus propices à une sorte de rêverie. Parce qu'évidemment, les lieux sont imprégnés de différentes choses qui se sont passées. Alors, et qui le retiennent, on a l'impression. Qui le retiennent, oui, qui sont un peu... Et puis il y a aussi une impression qui vous incite à la rêverie, c'est que, évidemment, les lieux aussi, quand vous pensez à tout ce qui s'est passé sur ces lieux et dans le passé, il y a un sentiment d'absence aussi qui vous... Étant donné qu'il ne reste plus que le décor, on ressent une sorte de sentiment d'absence qui est un déclic très fort pour la rêverie, évidemment. C'est presque cette absence qui va susciter les personnages. Oui, cette absence qu'on ressent, cette espèce de vie de gens qui ont disparu ou qui... Il ne reste plus que évidemment les lieux, soit les immeubles, soit les rues ou les chambres. D'ailleurs, à ce sujet, vous travaillez, je crois, d'ailleurs, comme travaillait Flaubert et certains romanciers naturalistes, c'est-à-dire que vous faites des enquêtes avec un carnet, je crois, en notant en vous promenant sur ces lieux mêmes, et vous prenez des indications. Oui, c'est ça qui est paradoxal, parce qu'au fond, c'est une méthode de travail de romancier naturaliste. Oui, voilà. Et ça, le résultat est complètement différent, évidemment, de Flaubert. Oui, parce que évidemment, il y a une espèce de précision dans cette recherche. On note avec précision, parce que bizarrement, plus la recherche est précise, plus après la rêverie peut se... Et alors, ce qui est bizarre, évidemment, c'est que ça aboutit à un univers, à quelque chose de vaporeux ou d'énigmatique, alors que la recherche est très précise, oui. À côté de la photo, une légende. Charles Lombard,
employé d'un restaurant d'Ansigne du Perreux, avait servi le couple cette nuit-là. Ainsi, cet homme que j'avais côtoyé pendant des mois ne s'appelait pas Philippe de Pacheco. Il s'agissait d'un certain Charles Lombard, ancien garçon de café qui fréquentait les refuges de l'Armée du Salut et en particulier la péniche amarrée quai d'Austerlitz. Pourquoi m'avait-il laissé sa valise? Voulait-il me donner une leçon en me montrant que la réalité était plus fuyante que je ne le pensais? Ou bien tout simplement, il avait abandonné ses dépouilles sûr de faire peau neuve à Casablanca ou ailleurs? Où et à quelle époque Lombard avait-il usurpé l'identité de Pacheco? La carte d'identité datait de 1955, donc cette année-là, Pacheco était vivant. La photo qui figurait sur cette carte était celle de l'homme que j'avais connu à la cité universitaire, de son vrai nom, Charles Lombard, et il l'avait habilement substitué à la photo de Pacheco, puisqu'elle portait le tampon de la préfecture de police. Ce soir-là, je suis allé au 183 de la rue Belliard, près de la porte de Clignancourt, et la concierge m'a dit qu'aucun habitant de l'immeuble n'avait jamais porté le nom de Pacheco. La justice avait sans doute renoncé à retrouver Pacheco. J'avais appris qu'au bout d'un certain temps, une loi d'amnistie avait été promulguée pour les délits d'intelligence avec l'ennemi. C'est à ce moment-là que, selon toute vraisemblance, Pacheco, sortant du néant, s'était fait délivrer une carte d'identité. J'imaginais qu'il avait traîné une silhouette de clochard. Sur la péniche du quai d'Austerlitz, il avait eu Lombard pour voisin de dortoir. L'autre lui avait volé sa carte d'identité. D'ailleurs, tout était possible dans ce quartier d'Austerlitz, entre le quai de la gare et le jardin des plantes. La nuit y est si profonde, avec ses odeurs de vin et de charbon, et ces rugissements de fauve qu'un clochard peut tomber du pont d'une péniche dans la Seine, s'y noyer, et personne n'y prête attention. Et si Pacheco avait continué de chercher asile dans les divers refuges de l'Armée du Salut? La perte de sa carte d'identité l'avait laissé indifférent. Cela faisait longtemps qu'il était déjà mort pour tout le monde. Peut-être n'avait-il pas quitté la péniche du quai d'Austerlitz? L'après-midi, il déambulait le long du quai ou bien il visitait le jardin des plantes et achevait sa journée assis dans le hall de la gare avant de rentrer dîner au réfectoire de la péniche et de s'affaler sur la couchette du dortoir. Et la nuit tombait sur le quartier où mon père, quelques années auparavant, avait lui aussi l'aspect d'un clochard. Sauf que les magasins généraux de Paris, où on l'avait enfermé avec des centaines de gens, n'étaient pas l'Armée du Salut. Dans sa mémoire embrumée flottaient des lambeaux du passé. L'hôtel particulier de la rue Greuze, le chien que ses grands-parents lui avaient donné pour Noël, un rendez-vous avec une fille, aux cheveux châtain clair. Ils étaient allés ensemble au cinéma sur les Champs-Élysées. En ce temps-là, il se faisait appeler Philippe de Bellune. L'occupation était venue, avec tous ces gens qui, eux aussi, portaient de drôles de noms et de faux titres de noblesse. Scherer dit l'amiral, Draga, Madame de Seckendorf, le baron de Kermanor. Je m'étais assis à la terrasse de l'un des cafés vis-à-vis du stade Charletti. J'échafaudais toutes les hypothèses concernant Philippe de Pacheco, dont je ne connaissais même pas le visage. Je prenais des notes. Sans en avoir clairement conscience, je commençais mon premier livre. Ce n'était pas une vocation ni un don particulier qui me poussait à écrire, mais tout simplement l'énigme que me posait un homme que je n'avais aucune chance de retrouver, et toutes ces questions qui n'auraient jamais de réponse. Derrière moi, le jukebox diffusait une chanson italienne. Une odeur de pneus brûlés flottait dans l'air. Une fille s'avançait sous les feuillages des arbres du boulevard Jourdan. Sa frange blonde, ses pommettes et sa robe verte étaient la seule note de fraîcheur dans ce début d'après-midi doux. À quoi bon tâcher de résoudre des mystères insolubles et poursuivre des fantômes quand la vie était là, toute simple, sous le soleil.
Patrick Modiano, le thème principal de ce livre, Fleurs de ruines, c'est encore et toujours, sinon on ose dire, le thème de la quête d'identité et le thème de la mémoire retrouvée, la quête de mémoire. Et on a le sentiment à vous lire, depuis bientôt plus de 20 ans, que cette quête est au fond votre odyssée personnelle et qu'elle ne s'achèvera au fond qu'avec vous-même, qu'elle ne s'achèvera jamais et que vous ne retrouverez pas le but de toute cette odyssée qui est l'Ithaque, je dirais l'Ithaque de la mémoire réconciliée. Oui, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que on est toujours prisonnier d'une histoire personnelle comme ça, enfin qu'elle soit familiale et ce sont des impressions évidemment des impressions que vous avez eues très jeune. Alors ça dépend le genre d'impression qu'on a eu. Moi c'était plutôt des impressions d'absence ou de choses floues qui n'étaient pas, de fuite, enfin de gens qui étaient fuyants c'est la ligne de fuite est quelque chose de très important pour vous. Quand j'ai écrit, évidemment, ça s'est traduit par une espèce de rêverie ou un univers où les gens étaient traversés de gens d'ombres et puis aussi de toujours une volonté de résoudre des énigmes qui ne se résolvent jamais. Elle semblait trouver naturel que je reste à ses côtés. Nous nous sommes engagés dans l'impasse bordée d'immeubles que l'on appelle l'avenue Rodin. Alors, vous connaissiez l'un de mes amis. Lequel? Il s'est mis à pleuvoir. Nous nous sommes abrités sous le porche du premier immeuble. Le monsieur Blond, lui ai-je dit, le marquis de quelque chose. Elle m'a souri. Vous voulez parler du vieux con? Sa voix était douce, un peu brumeuse, et ces deux mots, elle les avait prononcés sans appuyer du tout sur les syllabes. Aussitôt j'ai compris que je m'étais trompé à son sujet et que mon imagination m'avait égaré. Ça valait mieux ainsi. Pour moi, désormais, elle était tout simplement Jacqueline de l'avenue Rodin. Nous avons attendu que la pluie cesse et nous avons marché à pied jusque chez elle. Tout droit, le long de la rue de la Tour. Un escalier à pic nous a menés dans une petite rue qui débouchait sur le quai. L'ascenseur était en panne. 2 pièces en enfilade. Dans l'une d'elles, un grand lit à la tête de satin blanc capitonné. Le vieux con va venir. Ça ne vous dérange pas si nous éteignions la lumière? Nous étions assis côte à côte sur le canapé, dans la demi-pénombre. Et vous? Qu'est-ce que vous faisiez tous les dimanches soirs dans ce restaurant? Elle m'avait pris de court. Ses lèvres ébauchaient un sourire moqueur. Elle a appuyé la tête contre mon épaule et elle a allongé les jambes sur le canapé. Je sentais l'odeur de ses cheveux. Je n'osais pas bouger. J'ai entendu le moteur d'une voiture, en bas. Ça doit être le vieux con. Elle s'est levée et elle a regardé par la fenêtre. Le moteur s'est éteint. À mon tour, j'ai regardé. Il pleuvait très fort. Une grosse voiture noire et anglaise était arrêtée le long du trottoir. Le marquis se tenait immobile devant l'immeuble. Il ne portait ni manteau ni imperméable. Elle a quitté la fenêtre et elle est venue s'asseoir sur le canapé. Qu'est-ce qu'il fait? Rien, il reste sous la pluie. Mais au bout d'un moment, il s'est dirigé vers la porte de l'immeuble. J'entendais son pas lourd dans l'escalier. Il a sonné 2 coups brefs, puis un autre, très long, puis des coups brefs. Elle ne bougeait pas du canapé. Il a fini par frapper contre la porte. On aurait dit qu'il essayait de la défoncer. Le silence est revenu. Son pas lourd décroissait dans l'escalier. Je n'avais pas quitté la fenêtre. Sous la pluie battante, il a traversé la rue et il est venu s'appuyer contre le mur de soutènement de l'escalier que nous avions descendu tout à l'heure. Et il restait là, debout, le dos appuyé contre le mur, la tête levée en direction de la façade de l'immeuble. L'eau de pluie s'écoulait sur lui du haut des escaliers, sa veste était trempée. Mais il ne bougeait pas d'1 millimètre. Il s'est alors produit un phénomène auquel j'essaie aujourd'hui de trouver une explication. Le lampadaire qui éclairait de haut l'escalier s'était-il éteint brusquement? Peu à peu, cet homme se fondait dans le mur.
Ou bien la pluie, à force de tomber sur lui, l'effaçait comme l'eau dilue une peinture qui n'a pas eu le temps de se fixer. J'avais beau appuyer mon front contre la vitre et scruter le mur gris sombre, il n'y avait plus de trace de lui. Il avait disparu, de cette manière subite que je remarquerai plus tard chez d'autres personnes, comme mon père, et qui vous laisse perplexe au point qu'il ne vous reste plus qu'à chercher des preuves et des indices pour vous persuader à vous-même que ces gens ont vraiment existé.